Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition. Voici les titres. Depuis 2016, la dynamique de développement imprimée par le régime du président Patrice Talon a touché toutes les communes du pays. Boycon est une illustration de cette transformation structurelle grâce à plusieurs actions. Plusieurs activités se sont déroulées lors du Salon national de l'artisanat du Bénin. Entre autres, des ateliers pratiques comme celui de l'initiation à la poterie. Nous en parlons dans quelques instants. Sur le plan international, en Guinée, les réactions se multiplient depuis le samedi 23 août 2025. Après la suspension pour 90 jours des principales formations politiques de l'opposition, la France restitue à Madagascar 3 crânes datant de l'époque coloniale et le gouvernement australien annonce l'expulsion de l'ambassadeur d'Iran. Nous commençons ce journal avec le salon national de l'artisanat du Bénin. Plusieurs activités se sont déroulées, entre autres un salon d'initiation à la poterie. Saint-Iche Quimpon et Jean Nobimet nous amènent donc à la découverte de cet atelier à travers ce reportage. Nous voici ici au cœur de l'univers où la terre prend vie et se transforme dans les mains des artisans. Bienvenue à cet atelier de poterie. Dans cet espace empreinte de créativité, l'argile s'impose comme matière première. Pétrie, façonnée, puis modelée. Elle se transforme peu à peu en vase, en jarre, en assiette ou encore en objet décoratif. Qu'ils soient amateurs ou passionnés, ils plongent leurs mains dans la glaise. Les tours de potier tournent, les formes apparaissent et les regards s'illuminent. Formation de poterie, vraiment ça nous a égayés. Nous sommes vraiment contents de suivre cette formation parce que de nos jours, les gens veulent les choses de chez nous, les choses artisanales. Alors, chers téléspectateurs, regardez, pour une amatrice que je suis d'un atelier de poterie, ce que j'ai réussi à faire tout de suite avec l'argile. Ça nous prend 1 heure, voire 1 mois pour avoir un produit fini comme celui-ci. La poterie est un savoir-faire ancestral, une passion qui se transmet de génération en génération. On cherche l'argile. L'argile est froide, on le met au soleil et ça se sèche. Et après on met ça dans l'eau. Quand tu mets ça dans l'eau, tu cherches une jarre cassée et tu le mets en poudre. Puis tu mélanges, ça devient dur. Avec ça, tu peux fabriquer tout ce que tu veux, tout ce qui te vient en tête. La poterie est un savoir-faire de nos grands-mères. Je l'ai apprise avec elles toute petite. Au temps de nos aïeux, ils buvaient et mangeaient dans des plats en céramique. Je voudrais qu'aujourd'hui, l'on s'intéresse plus à cette matière pour valoriser la richesse de notre pays. Au-delà de son aspect artistique, la poterie contribue à l'économie locale en valorisant le fait main et l'authenticité. De la graisse brute aux pièces finement décorées, la poterie reste un symbole fort, celui d'une tradition qui se réinvente. À l'occasion des 10 ans de carrière de l'artiste Fanico, le label Oculus initie donc une tournée nationale baptisée Origin Light Tour, qui démarre bien sûr le 29 août prochain. Cette tournée va sillonner 8 villes, donc, qui seront chacune témoins de choses extraordinaires avec des artistes aussi bien nationaux qu'internationaux. Et en bonus, l'installation gratuite de 10 lampadaires par ville, annonce faite lors d'une conférence de presse, propos recueillis par Christelle Toungodo. Suivez.
Alors, on a prévu une tournée nationale pour célébrer les 10 ans de carrière de Fanico. Et cette tournée ne sera pas qu'une célébration, ce sera également l'occasion d'impacter réellement la culture, d'impacter les communautés avec l'installation de lampadaires dans chaque ville dans laquelle nous allons tourner. Et cette tournée va traverser 8 villes avec 7 dates. Donc, nous allons commencer le 29 août 2025 avec la ville de Natitengo. Dans chaque ville, il y aura un concert, il y aura une installation de 10 lampadaires, il y aura également des jeunes qui seront formés. Donc c'est vraiment un tout honneur pour la culture. 10 ans de carrière, c'est pas petit, c'est pas 10 jours. Et franchement, je pense que je dois me surpasser. Donc on a de gros shows à faire. Dans toutes les villes, à chaque fois, il y aura des surprises. Et franchement, faites nombreux déplacements parce que ça va être incroyable. Je rêve de ça depuis le premier jour. Et là, c'est le moment, franchement, je pense que je dors pas. je dors pas. J'ai hâte que le jour J arrive et qu'on commence bien par Natitengo. De toute façon, franchement, moi, je sais que c'est déjà un pari réussi. Nous poursuivons avec la culture dans ce journal. Nous connaissons désormais le verdict du concours « Je suis photogénique » édition 2025. La grande finale, placée sous le signe de la culture et du leadership féminin, a rassemblé 12 candidates venues de différentes localités du pays. À l'issue de la compétition, une nouvelle reine a été couronnée. Il s'agit d'Emeline Kanontin. Voici le reportage signé Mariano Gankou et Blaise Adangpo. Elle s'appelle Kanontin Emeline. Sourire radieux, assurance naturelle, elle vient d'être sacrée reine photogénique 2025. Je suis très contente et reconnaissante envers mes parents, mes amis. J'aimerais vous dire que je vous aime et que ça continue, c'est pas terminé. Devant un jury exigeant et un public conquis, la candidate a brillé par son éloquence et sa prestance. À ses côtés, Toun Tutu Tabita et Senam s'offrent la place de première dauphine et Saagi Moga Esther, celle de seconde dauphine. Je suis très heureuse d'occuper aujourd'hui la 3e place. Sincèrement, je suis fière de moi et je suis fière de rendre le nom Biali Ho sur le plan national. Elles étaient 27 jeunes femmes en compétition au départ. Après plusieurs épreuves éliminatoires, seuls 12 finalistes ont foulé la scène pour tenter de décrocher la couronne. Bien plus qu'une simple compétition de beauté, Je suis photogénique est une célébration de la culture, de l'identité et du leadership féminin. Soutenu par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, le concours promeut à la fois l'autonomisation des jeunes femmes et la richesse culturelle africaine. Cet événement est une invitation à reconnaître notre héritage, à honorer notre diversité, à transmettre notre histoire avec fierté. Entre défilés, prestations artistiques et émotions partagées, l'édition 2025 s'achève en apothéose. Je suis photogénique a trouvé sa reine, mais au-delà de l'éclat des projecteurs, ce concours écrit une nouvelle page d'inspiration pour la jeunesse féminine béninoise et africaine. Depuis 2016, la dynamique de développement imprimée par le régime du président Patrice Talon a touché toutes les communes du pays. Boikon est une illustration de cette transformation structurelle. Grâce à plusieurs actions, le premier citoyen de cette ville carrefour le reconnaît. Rufino d'Almeida salue les efforts qui sont consentis et adresse quelques doléances au micro de Cadnel Capo et Pierrette Adan-Yossi. Boikon, comme les autres communes du Zou, ont bénéficié de projets d'extension et de densification du réseau de la SPE, qui a permis aujourd'hui à tous les arrondissements de Boikon, en tout cas les 8 arrondissements de Boikon, d'avoir accès à l'eau potable. Il reste l'arrondissement de Sorokhome et de Passagon qui n'en ont pas. Cependant, ces derniers mois, il y a les SAEP, donc les systèmes de forage dense, qui 2 sont actuellement en cours de construction à Rélou, à Passagon, et 4 autres, notamment à Sorokhome Centre et à Todo. C'est-à-dire que tous les arrondissements de Boikon seront couverts bientôt en eau potable. S'agissant du réseau de la SBE, sur les 66 quartiers de ma commune, je pense qu'au bas mot 35 sont concernés aujourd'hui par l'extension
du réseau de la SBE. Le gouvernement, à travers le MCA, deuxième compact, a mis en place un centre de dispatching. Et dans tout le Bénin, il n'existe que 2. Il y a un à Kassato, à Calavi, et puis un autre à Boycon. En matière d'éducation, nous avons une trentaine d'écoles qui bénéficient des cantines scolaires. Nous avons également eu droit aux classes culturelles, aux classes sportives. Et puis actuellement, est en construction à Boycon le plus grand lycée du Bénin, spécialisé dans les questions de formation en BTP, et bâtiments et travaux publics, ainsi qu'en conduite d'engins lourds. Boycon fait partie des 9 communes de notre pays à avoir bénéficié de la première phase du projet asphaltage. La route Zakpota-Boycon, donc Tindji-Boycon, qui est actuellement en construction. La route Carrefour-Zakpor de Boycon jusqu'à Dija, qui a déjà été construite. Il y a également la route, le contournement qui quitte à Bomé, le Carrefour Soboaliko pour aller à Canan, qui dessert également plusieurs village de l'arrondissement de Boycon qu'on appelle Wassako. Sans oublier que j'attends avec impatience le démarrage imminent de 2 grands projets. Le projet d'assainissement des villes secondaires qui va permettre la reconstruction de la route Boycon à Bomé, ainsi que le projet qui va reconstruire en 2 fois 2 voies, voie Boycon d'Assazuma. En matière sanitaire, Boycon a rénové tous les centres de santé qui sont un peu dans un état pas très acceptable. Je dois également avouer que Boycon, qui accueille la caserne des sapeurs-pompiers du Zou, a bénéficié de plusieurs ambulances. Nous avons bénéficié avec le concours de l'État de 2 très belles gares, les 2 plus belles du Bénin d'ailleurs. Il y a d'abord la gare de Saclo et ensuite le Pacabus, donc notre 2e gare qui aujourd'hui est la plus belle. C'est 2 très belles gares qui honorent notre ville. Du soutien matériel pour les femmes des coopératives des étuveuses de riz de Bantais. Dans le processus d'accompagnement de ces femmes pour leur autonomisation, le FNDA s'est engagé à leur côté. Près de 28 millions de francs CFA ont été mobilisés pour l'achat d'une trieuse optique et la construction d'un magasin de stockage. Une équipe de suivi et évaluation du projet a effectué une descente dans la région pour le constat. Les détails avec Renaud Akapo, Jean Nobimin et Christelle Toungodo. L'appui octroyé par le Fonds national de développement agricole a considérablement impacté les conditions de travail des femmes étuveuses de Bantais. Cette trieuse de riz en est une belle illustration. Depuis son acquisition au mois de janvier 2025, certaines difficultés endurées par ces femmes sont reléguées au passé. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, on a déjà trié près de 400 tonnes de riz grain et aussi la qualité s'est améliorée. Elles sont plusieurs dizaines à vivre de cette activité au sein de la coopérative. Et au fil des années, elles disposent d'équipements de dernière génération. Dans cette mini-rizerie, la céréale est transformée jusqu'à l'emballage pour la commercialisation. Une opportunité économique qui ouvre la voie à des marchés potentiels avec une plus-value substantielle sur leurs revenus. L'année passée, on a eu à partager des bénéfices avec nos membres, ce qu'on n'a jamais fait. Tout ça là, c'est grâce à l'appui de FNDA. En plus de la modernisation des équipements qui a permis l'augmentation de la capacité de transformation au sein de l'usine, ces femmes étuveuses ont également reçu d'autres financements. Grâce à l'appui de FNDA, on a pu avoir un crédit de 80 millions. C'est ça qui nous a permis d'acheter la matière première. UCCR a bénéficié d'un accompagnement du FNDA pour la construction d'un magasin de stockage, en plus un bureau. Aujourd'hui, elles se battent pour produire en quantité et en qualité en vue de répondre à tous les besoins de la clientèle. L'année prochaine, on souhaite augmenter notre capacité de production qui va de 500 tonnes, qui doit aller à 1000 tonnes l'année prochaine. Ces femmes étuveuses de Bantais ont de quoi se réjouir. Fini ces longues heures passées loin du cocon familial pour trier de façon manuelle de maudites quantités de riz qui sont ensuite vendus à vil prix à cause de leur qualité peu enviée. Elles rêvent désormais de conquérir de nombreux marchés pour redonner un nouveau souffle à la production du riz dans les collines.
La Sénat et les parties prenantes au processus électoral en cours entendent travailler à davantage protéger les élections à venir. Ils se donnent rendez-vous à Cotonou donc pour s'approprier les mécanismes pour mieux sécuriser et pour améliorer le vote du citoyen. William Aguiar, Rodrigue Blondoumain. Dans un État démocratique, le peuple exprime sa volonté et choisit ses dirigeants à travers les urnes. Des moments sensibles, mais également de grandes inquiétudes face à l'influence des nombreux facteurs de risque sur les processus électoraux. La protection des élections devient donc un impératif pour la Sénat et pour ses partenaires. Ils se donnent rendez-vous ici pour s'approprier les meilleures pratiques en la matière. Au cours des travaux, vous aurez droit à des présentations sur diverses thématiques portant notamment sur la protection des élections, les principaux défis et les lacunes, l'introduction du projet de protection des élections, du concept et de la méthodologie du travail, la cartographie des facteurs de risque. Des travaux de groupe et des exercices de simulation viendront compléter les présentations magistrales pour vous permettre d'affiner les différents outils innovants indispensables à la bonne tenue des élections générales de 2026. Au thème des 3 jours que vont durer les travaux de cet atelier, toutes les parties prenantes au processus devraient repartir rassurées des mécanismes de protection des élections, des mécanismes pour garantir la transparence et la sincérité du processus électoral. À Cotonou, la rentrée politique des femmes engagées du parti Union progressiste, le Renouveau, de la 15e circonscription a réuni des militantes venues de plusieurs arrondissements. La rencontre, avant tout conviviale, a été marquée par des échanges et partages d'expériences. Elle a permis de définir les perspectives pour les prochains mois. Reportage avec Saint-Iche Quinpon et Mariano Gankou. C'est dans cette ambiance chaleureuse et conviviale que les femmes engagées du parti Union progressiste, le Renouveau, ont réaffirmé leur attachement aux idéaux du parti et leur détermination à jouer pleinement leur rôle dans la vie politique nationale. Cette rentrée a pu regrouper toutes les couches de femmes, la jeunesse comme les personnes âgées, ensemble autour de nos leaders, pour montrer combien nous sommes prêtes à nous battre, vraiment travailler toutes unies dans le respect de la vie politique, sans qu'il y ait un manquement de respect à l'endroit de la femme battante. Vous avez dit que 2026 c'est un enjeu majeur. Effectivement, 2026, c'est un défi. C'est un défi non seulement pour le Bénin, mais c'est un défi pour la 15e circonscription électorale. On ne peut pas réussir 2026 sans vous, nos mamans, nos sœurs de la 15e circonscription électorale. Je voudrais donc vous dire infiniment merci pour votre mobilisation massive. Élections communales, élections législatives, élections présidentielles. Lorsque vous avez fait ces élections, le parti qui perd risque de rester à la tête des années. Nous disons merci à Dieu parce que l'Union progressiste du Renouveau est le plus grand parti. Un parti qui est en haut. Et lorsqu'on est en haut, on reste toujours. Lorsqu'on est en haut, on reste toujours. Un accent particulier est mis sur la mobilisation citoyenne et la participation active des femmes de la 15e circonscription électorale avec l'accompagnement des hommes de l'UP Le Renouveau. Et dans la 15e circonscription électorale, notre base électorale, ce sont les femmes. Elles sont majoritaires dans notre circonscription électorale et sachant bien sûr les enjeux de 2026, je crois qu'elles ont décidé de se mobiliser aujourd'hui. Et nous, en tant que responsables au sommet du parti, nous avons le devoir de les accompagner et de les encourager pour qu'elles continuent de faire le travail de mobilisation, pas seulement dans la 15e circonscription électorale, mais dans presque tous les départements, puisque le travail, ce que vous voyez ici, dans la 15e circonscription électorale, ça se fait également dans les autres départements. Une rentrée politique qui sonne comme un signal fort.
Les femmes de l'Union progressiste Le Renouveau entendent bien être au premier rang des combats politiques à Cotonou et au-delà. Pendant 3 jours, un pèlerinage a eu lieu dans la ville de Dassa afin de communier avec l'une des figures essentielles du christianisme, la Vierge Marie. Celle qui a porté le Christ selon la tradition chrétienne et célébrée dans de nombreuses croyances. Jennifer Sachivi et Mariano Gankou nous emmènent à la découverte de la place qu'elle occupe dans quelques communautés religieuses au Bénin. Reportage. On la nomme Notre-Dame, Vierge Marie ou encore Mère de l'Église. Marie, figure emblématique du christianisme, traverse les siècles comme un repère spirituel. Cette maman-là, vraiment là, elle est une bonne mère pour moi, parce qu'elle est la mère du Sauveur. Elle est tout pour moi. Moi, je vais prier le rosaire à tout moment. Mais selon les croyances, certains émettent des réserves quant à sa densification. Tout être humain qui est une grande personne, une mère, on doit l'honorer. Là, je ne refuse pas ça. Mais adorer-le comme le Saint, comme Dieu là, c'est ça que moi, je ne suis pas pour. Dieu est l'unique. C'est la mère de notre prophète Isa, Jésus, qu'on appelle Mariam. On peut prier sur la Vierge Marie, mais il est strictement interdit en islam de former des statues ou de faire des rituels. Et pourtant, dans la tradition catholique, Marie, qui occupe une place de choix, est bien plus qu'un simple personnage biblique. Si Dieu est passé par Marie pour venir à nous, nous ne pouvons pas passer par une autre personne que Marie pour aller à Dieu. Et c'est encore Marie qui est le dernier acte de don réalisé à l'humanité quand, avant sa mort, Jésus dira à Jean, le disciple qu'il aimait, parce qu'il nous aime tous, voici ta mère, et à Marie, voici ton fils. Donc dès lors, nous ne pouvons que prendre Marie avec nous, être dans les bras de Marie pour être sûr d'être porté jusqu'au Christ et jusqu'à Dieu. L'Église du christianisme céleste également attache du prix à la Vierge Marie. Au sein de cette communauté, elle a une histoire assez particulière. L'une des premiers cantiques que l'Esprit a révélé à une de nos prophétesses voyantes visionnaires au lit, ça dit ceci: bien chers frères croyants, levez haut la tête et prêtez oreille à ce que dit Jéhovah. Savez-vous pourquoi vous êtes dans cette grande assemblée? Que la Sainte Marie vient nous accompagner. Et la véritable reconnaissance à l'endroit de Marie chez les christianistes célestes interviendra 30 ans après, suite à son apparition au fondateur de l'Église. Marie lui apparaît en esprit et lui dit que c'est elle, la mère de Jésus, qui a porté Jésus que Oshofa adore si tant. Elle lui recommande alors de bien vouloir lui prêter une attention. Et le premier culte à Marie dans l'église du Christ céleste a eu lieu le vendredi 5 juillet 1978, soit un an après l'apparition. Et à partir de cette date-là, tous les premiers vendredis du mois de juillet dans l'église du Christ céleste sont consacrés à Marie. Et c'est là la journée de la Vierge Marie. Dans le monde entier, les sanctuaires mariaux continuent d'attirer des fidèles ou encore des curieux. À travers les récits et les témoignages, elles continuent de parler au cœur. Les filles et fils de Dawaya célèbrent leur fête identitaire et culturelle et c'est sous l'impulsion de l'ADEVA, entendez, l'Association pour le développement du village Dawaya. Démarré le 21 août dernier, les festivités de cette 10e édition ont pris fin ce week-end par un culte d'action de grâce et diverses manifestations culturelles. Retour sur ce rendez-vous festif avec Pierrette Adan-Yossi et Kadnel Capo. C'est dans une ambiance de convivialité que les filles et fils du village d'Awaya, venus de tous les horizons, ont célébré avec faste leur identité culturelle.
Des moments uniques qui ont permis aux enfants de cette localité de Dassa de communier et de célébrer l'unité autour du thème « Unissons-nous pour bâtir notre village commun » à Waya. Cette phrase est un appel à l'action collective et à la solidarité communautaire. Elle peut être utilisée comme un slogan. Ensemble, construisons notre avenir. Je dirais, main dans la main, bâtissons notre village. Merci. Pour notre village, unissons nos forces. Quand Awaya se lève, les collines tremblent. C'est la preuve que malgré le temps qui passe, la distance, les occupations ou les épreuves de la vie, nos cœurs restent toujours rattachés à notre village. Au menu des festivités d'Awayahwe, les grandes retrouvailles, la nuit antipique de ballet, des activités culturelles et sportives, sans oublier le concert live gospel. J'aime bien le slogan qui dit « Quand Awaya se lève, les collines tremblent ». Filles, fils du village d'Awaya doivent s'entendre, se réunir, savoir que ce n'est pas seulement le pouvoir central qui va s'occuper donc des questions de développement local, mais que les enfants de ce village doivent en faire une préoccupation majeure. Même dans l'anonymat, les gens travaillent pour le développement de Awaya. Et c'est ça qui est important. Donc je veux espérer que cette édition ne soit pas la dernière. Elle servira d'exemple pour d'autres générations, la lumière pour la génération montante. Loin d'être un simple rendez-vous culturel, Awayahwe constitue un cadre d'échange, de cohésion sociale et de mobilisation collective pour le développement d'Awaya, un des villages de la commune de Dassa-Zomé. Nous assistons à un intérêt croissant pour ce sport au Bénin. La Maison des Jeunes de Ouida a accueilli les championnats nationaux d'escrime, rassemblant les meilleurs tireurs du pays autour de l'épée et du sabre. Une compétition intense, reflet d'un sport en pleine structuration, soutenu par les institutions et animé par une nouvelle génération d'athlètes passionnés. Retour sur cet événement marquant qui redonne des couleurs à l'escrime béninoise. Hugues Zinsou-Zounon pour le reportage. C'est un travail, je dirais, relativement de longue haleine. C'est à la Maison des Jeunes de Ouida que se sont déroulés du 21 au 24 août 2025 les championnats nationaux d'escrime, un rendez-vous sportif majeur, alliant élégance, précision et combativité. Au programme, l'épée chez les hommes et les dames en individuel et par équipe, et le sabre en individuel. Un spectacle intense porté par des athlètes engagés et une organisation à la hauteur des ambitions. Le championnat a également bénéficié d'un soutien institutionnel fort avec la présence remarquée de plusieurs personnalités du monde sportif. Pour une fois encore, qu'on les a testés en les amenant en catégorie d'âge aux Jeux d'Alger, c'est-à-dire les Jeux africains d'Alger, ils sont revenus au pays avec une médaille. Je pense que c'est des dames et des hommes qui méritent d'être soutenus. Le premier responsable de la Fédération béninoise d'escrime, acteur de terrain et pilier du développement de l'escrime au Bénin, a partagé son optimisme pour l'avenir de ce sport sur le plan national. Les enfants ont été merveilleux, ils ont montré que le niveau de l'escrime au Bénin est monté d'un cran. Parce qu'après le retour de ceux qui sont allés décrocher des breloques à Alger, tous les autres veulent les battre. Donc on sent que désormais, il y a une émulation qui est née. On sent que maintenant, il y a un challenge, un vrai challenge. Ce championnat national, au-delà des résultats, pose les bases d'une escrime structurée, dynamique et résolument tournée vers l'avenir.
Nous passons à la page internationale de ce journal. En Guinée, les réactions se multiplient depuis le samedi 23 août 2025, après la suspension pour 90 jours des principales formations politiques de l'opposition. La France restitue à Madagascar 3 crânes datant de l'époque coloniale et le gouvernement australien annonce l'expulsion de l'ambassadeur d'Iran à Canberra, accusant son pays d'être impliqué dans des attaques antisémites. Le point de l'actualité internationale avec Ulvaeus Balogun. Les réactions se multiplient en Guinée depuis le samedi 23 août, après la suspension pour 90 jours des principales formations politiques de l'opposition, à savoir l'Union des forces démocratiques de Guinée, le Parti du renouveau et du progrès et le Rassemblement du peuple de Guinée. Le ministère de l'administration du territoire accuse ces partis de non-conformité aux dispositions qui régissent les partis politiques. Ces formations opposées au projet de nouvelle constitution dénoncent une stratégie visant à les faire taire et exigent le retour à l'ordre constitutionnel et celui des militaires dans les casernes. La France a restitué ce 26 août à Madagascar 3 crânes datant de l'époque coloniale, dont l'un attribué au roi Toera, décapité par les troupes coloniales françaises lors d'un massacre en 1897. Arrachés à leur terre il y a 128 ans et collectés tels des trophées, ils étaient depuis conservés au Musée de l'Homme à Paris en compagnie de plusieurs centaines d'ossements humains malgaches. Cette restitution est la première application de la loi française sur la restitution de restes humains. Elle marque une étape inédite dans l'apaisement des mémoires et pourrait annoncer une série de restitutions à venir réclamées par d'autres pays marqués par la colonisation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal, mais restez avec nous. À la suite de ce journal, retrouvez le CES en action, suivi du documentaire Hyperphagie, manger à s'en rendre malade. Le trouble d'accès hyperphagique est classé comme une maladie psychiatrique depuis 2013. À 21h en nouvelle diffusion, donc votre série Litapo. À 21h30, un documentaire Dans la tête d'un petit. La taille ne compte pas. Oubliez cette maxime dans cette émission, être haut comme 3 pommes, c'est subir une discrimination. À 22h30, retrouvez votre magazine Les Maternelles d'Afrique. À 23h, les annonces nécrologiques. Et à 23h30, votre édition du soir. Très bonne suite de programmes sur Bénin TV.